Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résumer les notions à acquérir en physique-chimie pour le chapitre 6, leçon phénomène vibratoire. Partie grand 1, le son est un phénomène vibratoire. On va s'intéresser à la fréquence d'un son, mais pour comprendre la notion de fréquence, il faut comprendre comment se propage le son. En fait, une source sonore va va créer des vibrations. Et ces vibrations vont entraîner la vibration des tranches d'air environnantes. Ça va créer une onde sonore. Et ces vibrations de l'air vont se transmettre de proche en proche. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que les sons sont créés par une vibration qui résulte bien sûr de la mise en mouvement d'un objet. Donc là ici, j'ai parlé de la membrane d'un haut-parleur. On a vu dans une activité la corde de guitare qui, en vibrant, va mettre en mouvement l'air environnant, la peau d'un tambour, les cordes vocales, etc. Les vibrations de cet objet, définies comme source sonore, provoquent une variation de pression de l'air. Donc voilà comment sont produits les sons. Vous devez retenir très simplement ici l'origine des sons. Maintenant, nous allons distinguer son pur et son composé. Un son pur est à la fois périodique et sinusoïdal. Alors, je rappelle la notion de signal périodique que vous avez rencontré en seconde. Un signal est périodique s'il est constitué d'un motif élémentaire, par exemple cette grande montagne ici, qui se répète à côté, et encore, et encore. Ici, le signal est également périodique. On voit ici qu'on a ce motif qui se répète juste à côté. Donc ces deux signaux sont périodiques, mais le premier ici est de plus sinusoïdal, puisque un signal sinusoïdal, vous devez le reconnaître ainsi, il est constitué de ces montagnes qui se répètent. Alors un son pur, si on s'intéresse à son spectre, c'est-à-dire l'intensité du son en fonction de la fréquence, eh bien son spectre est constitué d'un seul pic à la fréquence, qui est la fréquence du son. Donc ça, c'est une première chose à retenir. Le spectre d'un son pur est constitué d'un seul pic à la fréquence en Hertz du son pur. Un son composé, on l'a vu ici avec l'exemple, est périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Le motif qu'on a repéré tout à l'heure n'est pas constitué d'une simple montagne, il est un petit peu plus complexe, mais on voit qu'il se répète à chaque fois. Donc il est périodique, mais non sinusoïdal. Et en fait, il est l'addition de plusieurs sons purs. C'est-à-dire qu'en fait, ce signal, je pourrais le décomposer et je verrai qu'il est la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Alors si on s'intéresse maintenant au spectre de ce signal, on voit qu'il est constitué d'un premier pic ici, qu'on appelle fondamental ou première harmonique, mais également d'autres pics qu'on appelle les autres harmoniques. Donc on a ici pour la deuxième fréquence le deuxième harmonique, évidemment pour la troisième fréquence le troisième harmonique, etc. Donc à retenir, le spectre d'un son composé est constitué de plusieurs pics. Le premier pic à la fréquence F1 est le fondamental qu'on appelle également première harmonique. Les autres pics, aux fréquences F2 égale 2F1, F3 égale 3F1, etc., sont les autres harmoniques. Effectivement, vous avez vu dans les activités que les autres harmoniques étaient des multiples de la fréquence fondamentale. Donc, pour avoir la fréquence F2 du deuxième harmonique, il suffit tout simplement de faire deux fois la fréquence du fondamental. Pour avoir la fréquence du troisième harmonique, il faut faire trois fois la fréquence du fondamental, etc. Méthode à acquérir, analyser un son et en déduire la fréquence. On nous donne ici le son émis par une corde de guitare qui a été enregistrée grâce au logiciel Audacity, logiciel que vous avez utilisé pendant les activités. On nous demande en première question s'il s'agit d'un son pur ou d'un son composé, en justifiant.
Alors on voit que ce signal, il est constitué d'un motif qui se répète. Voilà, je repasse ce motif élémentaire. Voilà, jusque-là. On observe exactement le même motif élémentaire à côté. Donc le signal est bien périodique. S'agit-il d'un son pur? Eh bien non, puisque ce signal n'est pas sinusoïdal. Il est périodique et non sinusoïdal, donc il s'agit d'un son composé. S'il s'agissait d'un son pur, nous aurions eu un signal sinusoïdal, c'est-à-dire constitué de ces montagnes voilà, qui se succèdent. Ensuite, on nous demande, voilà, le signal est périodique mais non sinusoïdal, il s'agit donc d'un son composé. On nous demande en question 2, quelle est la fréquence fondamentale f de ce son? Alors, pour le déterminer, il faut utiliser une formule que vous avez vue en seconde, que je rappelle ici. Notez-le si vous avez oublié. C'est que la fréquence en Hertz est égale à l'inverse de la période en secondes. Alors, qu'est-ce que c'est la période que l'on note t? Eh bien, c'est la durée du motif élémentaire. Alors, si je visualise à nouveau ce motif élémentaire, voilà, comme ceci, je vois que la durée de ce motif, c'est 2, quelque chose. Alors, a priori, 2,25 millisecondes, mais on n'est pas très précis. Donc, pour gagner en précision, on va utiliser la règle. On va mesurer la durée de ce motif, mais comme on l'avait vu en activité, en prenant un seul motif, on a moins de précision que si on prend plusieurs motifs. Donc ici, je vais mesurer la longueur qui correspond à 5 motifs élémentaires. Et en fait, au niveau temporel, ça correspondra à 5 périodes, donc à 5t. Donc avec la règle, quand on mesure ça, eh bien, on voit que en mesurant 5t, donc la durée de 5 motifs, on mesure une longueur de 11,7 cm. Ensuite, on va utiliser l'échelle. On voit que ici, pour 12 millisecondes, on mesure une longueur de 12,5 cm. À l'aide de ce tableau de proportionnalité, on va en déduire dans un premier temps la valeur de 5 périodes, 5t. Donc évidemment 12 fois 11,7 divisé par 12,5. Alors à noter que ici 12 étant millisecondes, 11,7 étant centimètres, 12,5 étant centimètres, les centimètres sur les centimètres vont se simplifier et on aura bien un résultat en millisecondes. Évidemment, on doit trouver la même unité pour la même colonne du tableau de proportionnalité. On en déduit la valeur de la période, il suffit de diviser par 5 et on obtient 2,24 millisecondes. Donc on voit que avec un bon petit coup d'œil ici, 2,25 millisecondes, on retrouve à peu près la valeur qu'on voit comme ça à première vue. Donc 2,24 millisecondes, c'est-à-dire 2,24 fois 10 puissance moins 3 secondes. Le préfixe midi correspond à la puissance 10 puissance moins 3. Alors maintenant qu'on a la période, on peut aisément calculer la fréquence à l'aide de la formule f égale 1 sur t. Donc f égale 1 sur t, c'est-à-dire 1 divisé par 2,24 fois 10 puissance moins 3. Et on trouve une fréquence de 446 Hz. Voici donc la méthode afin de déterminer la fréquence d'un signal périodique, donc pour ici un son composé. Question suivante. Parmi les spectres ci-dessous, lequel peut correspondre à ce son, c'est-à-dire le son qu'on a analysé précédemment? Alors, je rappelle qu'on avait trouvé qu'il s'agissait d'un son composé de fréquence fondamentale f égale 446 Hz. En effet, on avait trouvé une fréquence de 446 Hz pour ce signal, pour ce son. Donc ça doit correspondre à sa fréquence fondamentale. C'est ce qu'on a vu dans le cours. La fréquence fondamentale, c'est la fréquence du son. Alors 446 Hz, c'est ce qu'on a obtenu en faisant des mesures. Donc il y a peut-être des petits écarts par rapport à la précision de ces mesures. On va y revenir. Alors, on va s'intéresser au premier spectre, le spectre A. On voit qu'il est constitué d'un seul pic. S'il est constitué d'un seul pic, c'est donc forcément le spectre d'un son pur. Or, nous avons vu qu'il s'agissait d'un son composé, donc le spectre A peut être éliminé. Ensuite, ce son a une fréquence fondamentale de 446 Hz.
Donc le premier pic qu'on doit rencontrer dans le spectre doit avoir pour fréquence 446 Hz ou quelque chose de proche. Or, le K petit c, le premier pic correspond à une fréquence de 220 Hz. Donc celui-là peut être également éliminé. Alors, il nous reste les K, B et D qui ont tous deux un premier pic à 440 Hz et donc compte tenu des petites erreurs de mesure, ça peut correspondre au signal précédent. Et comment éliminer le spectre qui ne correspond pas à ce qu'on a vu? Eh bien, il faut se rappeler que les fréquences des harmoniques, des autres harmoniques, à partir de la deuxième harmonique en fait, sont des multiples entiers du fondamental. Or, si on s'intéresse à la deuxième harmonique doit avoir une fréquence égale à 2 fois la fréquence du fondamental. Or, 2 fois 440 Hz, c'est égal à 880 Hz. Donc ici, on a quelque chose de cohérent. La deuxième harmonique est bien le double de la première harmonique, c'est-à-dire du fondamental. La troisième harmonique, le triple, etc., etc. Donc là, ça correspond bien pour le cas D. Par contre, pour le cas B, la deuxième harmonique n'est pas égale au double de la fréquence fondamentale. Donc ici, cette harmonique-là n'est pas possible. Donc le K petit b ne correspond pas au spectre qu'on a étudié. Donc finalement, le spectre correspondant est le K petit d. Enfin, question 4. Combien y a-t-il d'harmoniques et quelles sont leurs fréquences? Eh bien, on voit que nous avons le fondamental qui est à 440 Hz, puis nous avons la deuxième harmonique à 880 Hz, la troisième harmonique à 1320 Hz, la quatrième harmonique à 1760 Hz, la cinquième à 2200 Hz et enfin la sixième harmonique à 2640 Hz. Partie grand C, nous allons maintenant nous intéresser à l'intensité du son. Alors pour cela, on va imaginer ici une source sonore, par exemple une enceinte, qui va produire un son. Et ce son va se propager dans toutes les directions de l'espace à la même vitesse. On va s'intéresser au son perçu par un récepteur ou un auditeur qui est situé à la distance R de la source sonore. En fait, tout auditeur à la distance R de la source sonore va recevoir la même puissance sonore. Cette puissance sonore a pour expression I est égale à P sur S. Alors I, c'est donc la puissance sonore reçue par l'auditeur à la distance R de la source. P, c'est la puissance de la source, donc ici la puissance de l'enceinte. S, c'est la surface sur laquelle s'est propagé le son, c'est-à-dire la surface ici de la sphère de rayon R, qui a pour expression 4πr². Donc avec les unités, la puissance de la source est en watts, comme toute puissance. La distance à la source est en mètres, donc P divisé par 4πr², P étant en watts, R étant en mètres, R au carré c'est en mètres carrés. Par conséquent, la puissance sonore, elle sera en watts par mètre carré. Alors ça c'est la puissance sonore, mais c'est vrai qu'on a également l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore qui s'exprime en décibels. Alors ça utilise ce qu'on appelle une échelle logarithmique et c'est défini grâce à la fonction mathématique logarithme décimal. Donc le niveau sonore exprimé en décibels, il a pour expression 10 fois logarithme décimal de I sur I0. Alors I, eh bien, c'est la puissance sonore telle qu'on l'a définie précédemment, en watts par mètre carré. Et I0, c'est une intensité sonore de référence. En fait, c'est l'intensité sonore minimale audible. C'est-à-dire que on considère que on entend les sons à partir du moment où ils ont une puissance égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et donc, c'est ce qu'on va mettre au dénominateur ici pour la fraction qui est à l'intérieur du logarithme décimal. Donc ici, à retenir, l'intensité sonore I est définie comme étant la puissance sonore reçue par unité de surface.
c'est-à-dire la puissance sonore par mètre carré. Le niveau sonore L utilise une fonction logarithme décimale et s'exprime en décibels. Alors on va voir des applications de ces formules en fait en reprenant les questions de l'activité sur puissance et niveau d'intensité sonore. Alors nous allons voir à travers un exercice comment utiliser les formules que nous venons de découvrir. Alors il s'agit d'un exercice qui reprend les questions de l'activité que vous aviez effectuée sur cette notion de intensité sonore et niveau sonore. Alors dans une salle de sport, le son émis par un haut-parleur a une puissance sonore de 12,5 watts. Première question, calculez l'intensité sonore du son perçu par un adhérent qui est situé à 10 mètres de haut-parleur. Et que devient cette intensité sonore si le sportif se déplace 10 mètres plus loin? Alors pour cette première question, on va utiliser la définition de l'intensité sonore comme étant égale à la puissance de la source divisée par la surface de la sphère dans laquelle s'est propagé le son, c'est-à-dire P sur 4 pi r carré. Donc ici, la puissance de la source est tout simplement égale à 12,5 watts. La distance R, c'est la distance entre la source et l'adhérent ici qui perçoit le son. Et donc on obtiendra pour l'intensité sonore ici 12,5 divisé par 4 fois pi fois 10 au carré. Et on trouve une intensité sonore égale à 9,95 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Alors maintenant, si le sportif se déplace 10 mètres plus loin, la distance entre la source et l'adhérent va être égale non plus à 10 mètres, mais à 20 mètres, 10 plus 10. On va recalculer l'intensité sonore de la même manière, donc 12,5 divisé par 4 fois pi fois maintenant 20 mètres, donc 20 au carré. Et on obtient une intensité sonore égale à 2,49 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Alors, on peut remarquer que la distance est doublée, mais qu'en fait l'intensité sonore, elle n'est pas divisée par 2, mais en fait divisée par 4. Et en fait, on peut constater ici que l'intensité sonore décroît plus rapidement que la distance. Question 2. On nous demande de calculer les niveaux sonores correspondant aux intensités sonores qu'on vient d'obtenir. Alors, je rappelle donc pour l'adhérent qui est situé à 10 mètres de la source, on avait une intensité sonore de 9,95 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. On va calculer le niveau sonore correspondant à l'aide de la formule L, je rappelle qui donne le niveau sonore, égale 10 fois logarithme décimal de I sur I0. Nous avons ici I, et on se rappelle que I0, c'est l'intensité sonore minimale audible, qui vaut toujours 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Il nous suffit donc de remplacer 10 fois logarithme de 9,95 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 12. On obtient un niveau sonore de 99,98 décibels, donc on est au-delà du seuil de danger. Il y a bien entendu un risque auditif. Maintenant, si l'adhérent est situé à 20 mètres de la source, même chose, on va reprendre ici l'intensité sonore précédente de 49 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré, la formule qui donne le niveau sonore, on remplace avec ces valeurs, 10 fois logarithme de 2,49 fois 10 puissance moins 3, divisé toujours par 10 puissance moins 12, et on obtient un niveau sonore égal à 93,96 décibels. Donc on est là aussi au-delà du seuil de danger, il y a toujours un risque. Voilà, ce cours est terminé. Je vous souhaite à tous bon travail et à bientôt.